Bonjour. Wow. Enchantée, je m'appelle Lucie Monticelli et aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que quel est le point commun finalement entre toutes ces startups? C'est qu'à la base, il y a quelqu'un qui a pris la décision de prendre tous les risques et de se lancer dans l'aventure. Mais cette décision, je trouve que finalement c'est la plus dure à prendre. Parce que toutes les autres, vous serez accompagnés par BPI, vous serez accompagnés par des incubateurs, il y a des réseaux d'entrepreneurs monstres. Mais par contre, cette décision-là, il n'y a que vous qui pouvez la prendre et vous devez vous convaincre vous-même. Donc pour moi, cette décision a été hyper difficile à prendre. Donc juste pour vous situer le contexte, j'étais tranquillement en postdoc à Dijon, donc voilà, il fait à peu près -8, c'est assez compliqué, mais ça se passe bien, c'est le plan de carrière que j'ai toujours voulu faire, donc très bien. Et là, j'ai un ami qui était en doctorat avec moi à Nice, qui m'appelle et qui me propose de faire une réunion parce qu'il veut me parler de son projet d'entreprise. Donc je me dis, bon, en soi, j'y connais strictement rien, mais pourquoi pas s'il a besoin d'aide. C'est quelqu'un que j'appréciais. Et en fait, là, il m'explique qu'à la suite de tous nos débats par rapport à nos sujets de recherche respectifs, il a une idée de créer une entreprise dans le domaine du biocontrôle et qu'il veut la créer avec moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, quoi? Juste pour le contexte professionnel, moi, depuis que j'ai 16 ans, je veux travailler dans la recherche publique, soit chargée de recherche, soit maître de conférence, mais c'est l'objectif. Mon plan de carrière est défini pour atteindre ce Graal, finalement. Donc, ma réponse est définitivement non. Je regarde, je dis, mais t'as pas identifié la bonne personne, quoi. Et sauf qu'en fait, je retourne tranquillement à Dijon faire mon postdoc, et je me dis, finalement, c'est quand même pas une si mauvaise idée, parce que je vais pouvoir créer mon propre job, mes règles, ma zone géographique, et surtout, je vais pouvoir enfin réussir à faire que mes travaux de recherche atteignent le monde réel, les agriculteurs, plus précisément, puisque pour moi, c'est pour eux que je travaille. Parce qu'en fait, pour vous faire un petit résumé sur le projet, on travaille sur le biocontrôle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'utilisation d'organismes vivants pour lutter contre les ravageurs du sol. Nous, c'est notre spécialité, du sol. Mais par exemple, il y a un exemple assez marquant, c'est les coccinelles pour lutter contre les pucerons. Voilà, une très bonne alternative aux pesticides chimiques. Et nous, on aimerait aider les agriculteurs qui sont démunis pour les problèmes liés aux ravageurs du sol. Donc bref, je commence à réfléchir à ça, mais à un moment donné, je me pose 1 milliard de questions. Je ne sais pas si vous les posez ou pas, mais je me disais, mais si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je vais pouvoir revenir dans la recherche académique finalement, parce que c'était mon plan A? Est-ce que je ne vais pas manquer un peu d'argent? Parce que généralement, au départ, les premiers mois, on ne se paye pas. Et malgré tout ça, et franchement, en faisant ce pitch, je me rends compte à quel point je suis encore surprise de ma propre décision, puisque j'ai accepté. J'ai rappelé Antoine et je lui ai dit, bon, ok, feu, partons là-dessus. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer et pourquoi j'ai pris cette décision, mais je l'ai prise. Donc ça, c'est en janvier 2021. Donc voilà, il y a eu au moins 6 mois de digestion de l'information. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe en février 2021? C'est la deadline d'iLab, bien sûr. Donc nous, on est complètement ignorants de tout ça, mais Antoine est particulièrement optimiste. Donc on candidate à iLab en moins de 3 semaines. On écrit un dossier jour et nuit, c'est n'importe quoi. Mais bien évidemment, on ne l'a pas. Ça aurait été trop bien d'avoir, ça aurait fait un truc de fou, mais pas du tout. Du coup, on ne l'a pas, mais par contre, notre dossier est prêt pour iPhD. Et là, meilleure expérience pour nous. L'entrepreneuriat, on est parti. Et là, c'est vraiment une super aventure. Donc, je vous dis tout ça parce que finalement, 2 ans et demi après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toutes les réponses aux questions que je me posais initialement. Du coup, qu'est-ce que je vais faire après? En fait, c'est pas grave. N'importe quel job que je trouverai, si jamais l'entreprise ne fonctionne pas, je sais que ça me plaira et je sais que je trouverai un truc hyper stimulant parce qu'en faisant de l'entrepreneuriat, on apprend tellement, on a tellement de nouvelles compétences qu'au final, c'est pas inquiétant la suite. Est-ce que je pourrais retourner dans la recherche académique? En soi, pourquoi pas? Je peux juste valoriser mes travaux de recherche que j'ai créés pour l'instant, qui en l'occurrence doivent rester secrets. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, je pourrais très bien les publier. Et puis je suis capable de montrer que je peux aller chercher des financements. Puisque oui, cette année par contre, on a eu à iLab, on était dans les temps. Donc voilà, et puis concernant, la partie sur les salaires, c'est vrai que c'est dur, on ne va pas se mentir. Moi, je connais plein de gens qui sont aussi dans cette situation. Des fois, on a un peu envie de baisser les bras. Mais en fait, ça vaut tellement le coup parce qu'on s'éclate tellement tous les jours que, en fait, cette décision-là, je ne la regrette pas. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place et j'espère qu'un jour, vous trouverez aussi la vôtre. Donc voilà pour ces questions-là. Et donc, voilà, il y a 2 ans,
moi, j'y connaissais strictement rien en entrepreneuriat et aujourd'hui, regardez où je suis. Donc imaginez-vous qui êtes déjà plus ouvert que moi sur ces questions-là, où est-ce que vous serez dans 2 ans et demi? Vous serez forcément encore plus loin. Donc voilà, à vous de jouer maintenant et merci de votre attention. Donc je vais rester encore un petit peu avec vous, puisque maintenant on va présenter les pitchers, puisqu'en fait il y a un concours qui a été opéré dans toute la France, et les finalistes de ce concours, donc, qui ont été évalués par des personnes venant du monde académique et les accompagnateurs régionaux, ils vont venir vous parler de leurs projets, ils vont vous immerger dans leurs projets qu'ils ont construits grâce à leurs travaux de recherche et qui ont pour ambition de créer le monde de demain, celui qu'on attend tous avec impatience. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran également un QR code, puisque là, vous allez pouvoir en fait voter pour le projet qui vous a le plus donné envie d'y participer. Voilà, vous avez plusieurs, vous allez voir, on va le remettre à plusieurs sessions pour que vous ayez le temps de le scanner et de mettre des petites étoiles aux différents projets que vous allez voir. Donc maintenant, ce qui serait super, c'est d'accueillir, sous vos applaudissements, les 10 finalistes du concours régional des pitchers. Et voilà, bravo à vous déjà d'être arrivés jusque-là, c'est incroyable. Donc là, vous avez le top du top. Donc maintenant, je vais vous laisser juste vous asseoir à vos places, sauf Nina, Brian et Leïa qui vont venir s'asseoir ici, sauf ma petite Nina qui reste ici. Vas-y. Vas-y, viens. Donc le principe, 1 minute 30 de pitch. Tu vas pouvoir démarrer juste après le petit jingle. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter légèrement Nina Gazal. Donc en explorant le monde des champignons, Nina se positionne comme une architecte du futur, tissant des matériaux biosourcés grâce au mycélium. À toi. Alors bonjour à tous. Donc ça y est, on est en 2050 et l'Europe, c'est le premier continent à atteindre la neutralité carbone. Tout ça grâce à une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de notre dépendance aux matières plastiques, mais aussi à notre meilleure gestion de nos déchets. La clé de cette transformation, c'est le mycélium de champignon, qui forme un matériau puits de carbone biodégradable et dont la formulation permet la valorisation de déchets issus de l'agriculture et de notre alimentation, en se basant sur un système d'économie circulaire. Alors le mycélium de champignon, il a envahi notre quotidien, des sièges de votre voiture à l'isolation de votre maison, en passant par la semelle de vos chaussures et le packaging de votre parfum préféré, par exemple. Qu'il est sympa le monde que je vous décris là, non ? Mais malheureusement, il est encore en construction, parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, et le plastique, c'est un continent. Donc comment on fait ? Comment on agit ? Donc moi, personnellement, en tant que chercheuse, j'étudie les propriétés du mycélium de champignon, donc pas pour le manger du coup, mais pour en faire des matériaux. Et je sais que ça marche du coup, et donc en tant qu'entrepreneuse, j'utilise le potentiel de ces matériaux pour transformer les défis du monde dans lequel on vit pour un avenir durable. Merci. Merci beaucoup, Nina. Tu peux retourner t'asseoir si tu veux. Ah ouais, le gong, il est sympa. Donc maintenant, je vais appeler Brian Legros. Donc à 12 ans, il s'est créé une double identité. Il a voulu s'appeler Brian West au lieu de Brian Legros pour que ce soit plus stylé au micro lors de ses compétitions de skatepark. En effet, c'est peut-être un peu plus stylé. Du coup, depuis, tout le monde l'appelle Brian West. Donc, à toi. Bonjour à tous, bienvenue en 2050. Il y a des satellites de partout. Et pas d'inquiétude, les fusées qui sont utilisées pour les envoyer là-haut consomment beaucoup moins grâce à nous. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec une fusée, c'est que c'est 80% de carburant et 1% de charge utile.
Ça, avec Aladin, notre projet, on l'a très bien compris et c'est ce qui a fait de nous aujourd'hui le leader mondial dans la conception des tuyères. Juste pour que ce soit clair, on n'est pas des vendeurs de cuillères, on est des vendeurs de tuyères avec un T. Et donc que vous soyez européen, américain, chinois, peu importe, pour envoyer une fusée dans l'espace, il vous faut une tuyère. C'est un genre de méga pot d'échappement qui permet de propulser la fusée vers le haut. Et jusque vers les années 2024-2025, tout le monde utilisait une tuyère qui ne fonctionnait pas trop bien parce que ça ne s'adaptait pas au changement d'altitude pendant l'ascension de la fusée vers l'espace. Aujourd'hui, avec Aladin, on a industrialisé une technologie de tuyère qui s'adapte avec l'altitude grâce à une géométrie différente et une méthode de contrôle qu'on a brevetée à l'international. Ça fait consommer beaucoup moins de carburant et ça s'intègre sur n'importe quel lanceur. Et donc à la base, on pensait qu'on allait juste faire beaucoup d'argent parce qu'on savait qu'on allait permettre à ceux qui envoient des fusées dans l'espace d'économiser des millions chaque année. Mais au final, donc non seulement on a diminué la consommation de carburant des lanceurs, mais en plus, en diminuant cette consommation-là, on a diminué le coût d'accès à l'espace. Ça a permis de renforcer la compétitivité des entreprises européennes et des agences de l'État. Ça a accéléré la découverte du spatial. Ça a permis de découvrir de nouvelles technologies et de mieux comprendre certains phénomènes physiques, enfin bref, plein de trucs. D'ailleurs, si je me souviens bien, tous ceux qui ont investi dans le projet, après mon petit Deep Tech, sont allés dans l'espace grâce à nous, mais je dis ça, je dis rien. Merci. Ça grappille des secondes pour avoir des étoiles sur le QR code, ça. Hein. Attention, il y a des stratégies. Merci beaucoup pour ce très beau projet. Et maintenant, c'est Lilia Fella qui va venir nous présenter le sien. Donc, fascinée depuis toujours par le monde marin, elle nous vient du pays des gâteaux et du beurre, des gâteaux au beurre et de la galette, pour nous prouver qu'en Bretagne, les produits de la mer ont bon sur toute la ligne. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'Agence de la transition écologique et l'Agence nationale pour la gestion des déchets plastiques viennent d'annoncer la réduction de près de moitié des déchets plastiques générés par l'emballage alimentaire. Une réussite à laquelle nous avons fièrement contribué grâce à l'invention du film alimentaire C-Wrap à base de coproduits de la mer. Mais cette réussite est surtout aussi la vôtre. Grâce à votre volonté et souciance, nous avons réussi à remplacer définitivement le film plastique en France. Bon, évidemment, si je suis là, c'est qu'on n'y est pas du tout. Et évidemment, cette nouvelle n'est que le fruit de mon imagination. On est même d'ailleurs en train d'assister à l'apparition d'un 7e continent constitué de nos déchets plastiques dans nos océans. Et près de 40% de ces déchets sont des emballages alimentaires. Et près de la moitié de ces 40% des films alimentaires. Particulièrement efficaces pour remballer et conserver nos aliments, certes, mais ils sont surtout considérés aujourd'hui comme ou parmi les principaux vecteurs des microplastiques ingérés. Donc face à ces terribles constats, moi je décide de dire stop et d'agir. Grâce à mes études dans le domaine des biotechnologies marines, l'idée C-Wrap est née. Et elle s'est vue mûrir grâce à l'expertise et l'accompagnement des chercheurs et professionnels dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'emballage alimentaire. L'idée C-Wrap a pour objectif de développer un emballage comestible à base de coproduits de la mer pour tout type d'aliments. Avec C-Wrap, on mangera certainement sain pour faire de demain un meilleur monde sans plastique. Agissons tous ensemble. Merci. Merci beaucoup, Lilia. Donc, 3 super projets. Et maintenant, je vais inviter David à réagir à ces projets, si vous avez quelque chose à ajouter. On a le droit de poser des questions, c'est ça? On peut les cuisiner un peu. Non, bah, j'ai beaucoup aimé les 3 projets. En plus, on voit que ça touche à des domaines assez variés de la société, l'alimentaire, la construction, le spatial. Je vais peut-être commencer avec C-Wrap. J'aime beaucoup l'idée parce que, si je comprends bien, non seulement on remplace des plastiques qui sont des déchets aujourd'hui, mais en plus on valorise alors ce que tu appelles des coproduits, c'est des déchets en fait, c'est ça, hein, c'est des choses dont on ferait rien à part dont on ne fait rien aujourd'hui. Donc au fait, pour les personnes, on peut dire c'est des déchets, mais pour nous c'est des coproduits. Bien sûr, okay, parce qu'ils sont tout à fait valorisables. Et en effet, on parle de chutes, d'arêtes, de têtes générées par l'industrie de la transformation et de filetage de poissons. D'accord. Qui peuvent du coup être valorisés pour extraire de la collagène et ensuite de la gélatine pour qu'on puisse remplacer les produits plastiques. Super, merci beaucoup.
Brian qui nous a parlé des tuyères, moi j'avais une question, donc si je comprends bien, c'est une tuyère qui a une forme différente. Comment est venue l'idée de cette forme? Est-ce que ça a été une intuition de quelqu'un au départ? Est-ce que ça a été un processus d'optimisation? Je suis assez curieux de comprendre ça. En fait, la forme, elle existe depuis très 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 longtemps. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est dit pourquoi pas tester une cuillère. En fait, au lieu d'avoir une seule cloche, on a une double cloche, une triple cloche. Donc, elle a montré que 2 cloches c'était suffisant. Okay. Et le problème, c'est que cette cuillère-là, elle donne accès à 2 modes de fonctionnement, basse altitude, haute altitude. Mais personne n'arrivait à contrôler la transition entre ces 2 modes-là, ce qui fait que les performances n'étaient pas optimisées. Et nous, en fait, ce qu'on a réussi à faire dans notre laboratoire, c'est qu'on a développé une méthode de contrôle qui a été brevetée, du coup, comme je l'ai dit, à l'international, qui permet d'améliorer le moment de cette transition et donc d'avoir de meilleures performances. Très bien, merci. Bon, j'ai hâte de partir dans l'espace. Merci. Et puis, Nina, le mycélium. Alors ça j'aime beaucoup parce que j'ai travaillé à une époque dans l'industrie des matériaux de construction. J'ai essayé de révolutionner l'isolation. On s'est complètement planté. Donc, en fait, une chose que j'ai retenue, c'est qu'un truc fondamental là-dedans, c'est il faut que les gens qui posent, je parle de l'application en matériaux de construction, il faut que les gens qui posent, ça soit facile pour eux. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la facilité de pose du matériau? Ou est-ce que ça va être compatible avec la façon dont les artisans ont de procéder aujourd'hui? Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est d'être compatible avec ce qui se fait déjà, pour pas avoir à perturber, on va dire, et à mieux intervenir sur le marché. Donc okay. ça va faire l'objet notamment de recherches un peu plus l'année prochaine, du coup. D'accord. Oui, c'est un sujet super important parce que moi, je suis un scientifique un peu perdu dans mon monde et j'ai tendance à négliger ces questions-là à la fin. Comment les gens s'en servent? Et c'est une question vraiment qui est critique quand on fait l'innovation, dont on a l'espoir qu'un jour elle arrive vraiment sur le marché. Et ça, c'est le passage recherche et entrepreneur. Bon, ouais, très bien. J'ai hâte de voir ça aussi. Est-ce que je te laisse un peu de temps? Non, mais je connaissais un petit peu les projets avant, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup David pour votre réaction, c'était hyper intéressant et merci à vous 3 de nous avoir présenté vos projets. Je vous laisse vous rasseoir et nous, David, on va vous laisser. Donc, passez une bonne journée.